Très bien, bonjour à tous. Cette session de regroupement pédagogique consacrée donc, à la formation sur la maîtrise des risques reprend. Nous sommes déjà 12 qui sont déjà connectés. Ce que je propose, c'est de bien maintenir l'horaire, donc débuter la séance au bon moment. Cette séance est enregistrée et donc les personnes qui sont un petit peu en retard ou qui, pour des raisons matérielles, ne peuvent pas assister à cette session de regroupement pédagogique pourront prendre connaissance ultérieurement dès lors que cette session sera mise à leur disposition. À ce titre, je vous informe que les deux précédentes sessions ont été enregistrées et sont à votre disposition si vous souhaitez les revoir ou si vous avez oublié ou pas pensé assister à une session précédente, vous pouvez en prendre connaissance. Alors, ces sessions de regroupement pédagogique ont pour le but d'illustrer la formation. Je rappelle que nous sommes en formation inversée, donc l'ensemble des contenus pédagogiques sont à votre disposition sur la plateforme Moodle, avec bien sûr des textes, des vidéos et des liens hypertextes vers de la documentation qui vient en appui avec les documents qui ont été rédigés par nos soins, à Marie-Odile et à moi. Cette formation se déroule donc sur 4 semaines. Nous sommes arrivés pratiquement à mi-parcours, un peu plus. Nous sommes sur la 3e semaine. Nous avons déjà vécu 2 sessions de regroupement pédagogique. Un consacré un peu à la présentation de la maîtrise des risques. Le second regroupement pédagogique a ciblé plus particulièrement une étude de cas qui a permis de balayer l'ensemble du dispositif du COSO dans un cas pratique, celui d'une petite commune du département de la Loire. Et cette session de regroupement pédagogique est plus particulièrement consacrée à l'environnement de contrôle et sera notamment animée par Marie-Odile, qui est maintenant, on peut le reconnaître, vraiment ce que je vous propose avant d'aborder ce thème, c'est d'avoir un moment d'écoute, c'est-à-dire que nous nous mettions, Marie-Odile et moi, à votre disposition pour répondre à vos questions. Soit vous utilisez le chat, soit vous formulez directement par la prise de parole. Ces questions peuvent porter à la fois sur les thèmes des sessions de regroupement pédagogique antérieures, mais aussi sur le contenu du cours, de la formation. Ça peut être des questions techniques, pratiques, quel lien hypertexte ne fonctionne pas, comment on peut le réparer, ou des questions plus fondamentales, soit sur les concepts, soit sur la difficulté des questions de la transcription de ces concepts en situation concrète dans le cadre de nos contrôles. Je pense qu'il y a beaucoup d'attentes de votre part sur ces questions. Comment concrètement on y va, comment concrètement on contrôle le contrôle interne au sein d'une collectivité territoriale. Et c'est vraiment maintenant le moment de poser vos questions de manière à ce qu'on puisse, Marie-Odile et moi, vous répondre sur le mode interactif. N'hésitez pas. Merci Vincent pour cette introduction pour nos collègues. Effectivement, si vous avez pu parcourir déjà les contenus, peut-être une première réaction sur le fond ou sur la forme, ou des interrogations quelconques avant de commencer. Oui, bonjour Ingrid Poirier. Merci déjà pour tout ce que vous avez mis à notre disposition. Donc, en lisant la documentation et des rapports que vous nous aviez conseillés, en fait, je me rends compte que nous non plus, nous n'avons pas intégré encore la maîtrise des risques, puisqu'il y a de nombreuses thématiques et notamment des contrôles. Actuellement, on contrôle l'UNSEM. On a contrôlé la ville-centre l'année dernière, de nombreuses thématiques que l'on a abordées, mais pas du tout sous l'aspect maîtrise des risques. Et en réalité, ce que je disais au magistrat avec lequel je travaille, c'est qu'on aurait pu, à l'aune de ce que vous avez diffusé, effectivement, regrouper un certain nombre de remarques sous
sous cet angle-là. Donc, je pense que ça va certainement nous aider dans nos futurs contrôles. Enfin, je parle pour le binôme au moins que je forme, pour aborder en fait sous cet angle et sensibiliser aussi les contrôlers à la maîtrise des risques. La question que je me posais par rapport au cas pratique que vous avez donné là sur la copie de la carte des risques et l'exemple de nomenclature de risques, est-ce que ça, on peut aussi s'en servir par rapport aux contrôlés, parce que certains n'ont pas non plus forcément de documents de travail, ou est-ce que eux, ils ont un interlocuteur pour quelque part les aider? C'était déjà ma question la dernière fois, c'est qu'ils partent un peu d'une page blanche, donc j'ai bien compris que soit ils s'appuient sur leur réseau de travail et puis ils font remonter des informations, soit ils partent du haut et ils font redescendre, mais quelque part, voilà, quel est aussi notre rôle, je dirais, pas forcément en termes de conseil, mais malgré tout, lorsque l'on contrôle sous cet aspect, pour pouvoir en fait sensibiliser à cette culture des risques. Alors, notre mission, c'est d'assurer le contrôle des comptes et de la gestion. Ce n'est pas d'être conseil des collectivités territoriales. Il s'avère que des collectivités territoriales font appel à des prestataires de services, des cabinets de conseil, qui souvent sont des commissaires aux comptes, dans ce domaine-là, Mazars par exemple, qui peuvent accompagner les collectivités territoriales, dès lors qu'elles ont le budget, qui sont assez importantes, pour mettre en place un dispositif de contrôle des risques qui répondent un peu au canon actuel. Alors, toutes les collectivités, d'une part, ne sont pas sensibilisées à cette question, et même si elles sont sensibilisées, toutes les collectivités ne se font pas accompagner. D'où, juste avant la session, on avait cet échange avec Marie-Odile, la difficulté d'avoir une prise de conscience au sein des collectivités, je dirais, de la nécessité pour elles d'établir une cartographie, une carte de risque, donc, et puis ensuite de les analyser, de les gérer de manière à les maîtriser. Toute cette problématique-là que maintenant on connaît de mieux en mieux dans le secteur privé, il y a vraiment une difficulté à ce que le secteur public local se l'approprie. Alors, cette difficulté est différenciée. On voit, notamment, vous avez été beaucoup intéressé par le document qui a été mis en ligne, dont le lien hypertexte ne fonctionnait pas, mais il était rétabli, sur la cartographie des risques de la ville de Paris, qui est un document très, très intéressant. Et on voit qu'une collectivité importante a pu déjà réfléchir. Je pense que ce rapport date de 2017, était fait en 2016. On voit bien qu'il y a une prise de conscience pour des collectivités importantes de faire des démarches-là. En revanche, dans des collectivités de moins d'importance, sauf si, bien sûr, l'élu local, les conseillers, commissaires aux comptes ont été sensibilisés à ces problématiques-là, on a moins de chances qu'elles le prennent en toute autonomie. Alors, sur ces questions, il y a quand même une offre de service de la DGFiP dans le cadre des conventions partenariales. C'est abordé dans le support de cours. Il y a notamment la DGFiP, depuis presque une dizaine d'années, à promeut, mais c'est encore très peu développé parce qu'il y a moins de 500 collectivités qui ont signé cette convention, promeut donc la mise en place de chartes de partenariat ou de conventions partenariales conclues entre le maire et le comptable assignataire sous la bonne administration du directeur départemental des finances publiques. Donc, cette démarche-là a le mérite de bien associer le comptable assignataire de la collectivité. Il permet de formaliser les engagements réciproques des uns et des autres. Et lorsque ça fonctionne bien, il y a des réunions qui se font 2-3 fois par an. On peut faire le point des dispositifs mis en œuvre et effectivement de leur efficacité pour pouvoir rentrer dans une boucle d'amélioration permanente du contrôle interne. C'est comme des cas isolés. Et
avec une appréciation peut-être un peu mesurée, parce qu'ils sont surtout centrés sur le contrôle interne comptable et financier. Et certains aspects qui ne sont pas de contrôle interne comptable et financier promus par la DGFiP ben, sont un peu perdus de vue, notamment le thème de cette session qui est consacré donc, à l'environnement de contrôle et notamment aux questions de probité. Avant de donner Merci Vincent. Avant de donner la parole à Madame Créqui qui a levé la main, juste pour compléter ton propos par rapport à notre rôle de contrôle versus les prestataires auxquels peuvent faire appel les collectivités pour développer ce type de méthodologie. À travers notre contrôle, en utilisant ces méthodes et à travers la contradiction, on a un rôle un peu pédagogique de diffusion ou de faire découvrir pour certains ou de faire voilà, de donner un peu l'esprit par l'utilisation de nos méthodes. Et on parlait de cartographie des risques, un peu, on peut avoir une certaine transparence sur les outils utilisés. De même que on utilise Anafi et dans la contradiction, on va travailler, avoir tout à fait la possibilité d'être totalement transparent sur nos tableaux en échangeant avec le directeur financier, eh bien, au cours de la contradiction, au contraire, ça peut être un plus que d'échanger sur la base des outils qu'on a utilisés. Hein. Donc, c'est une forme de pédagogie qu'on fait souvent, en particulier pour les collectivités petites ou moyennes. Voilà, Madame Créqui, je vous laisse, je vous donne la parole. Merci, bonjour déjà. Moi, j'ai une petite question justement concernant la cartographie des risques. On est bien d'accord que le système de notation, c'est de l'appréciation. Et du coup, je voulais savoir s'il n'y avait pas un risque d'être en contradiction justement, par exemple, sur un fait juridique, la probabilité que ça se produise, comme c'est une appréciation, on peut être tout à fait en décalage avec le contrôlé. Est-ce que ça peut poser des soucis ou des choses comme ça? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que comme on est contrôleur, il faut voir quels sont les dispositifs mis en place par la collectivité territoriale. Si elle a bien identifié les risques auxquels elle est confrontée, si elle les a analysés correctement, et si elle a mis en place des dispositions pour les maîtriser. On va vérifier si elle a fait ce travail-là. On ne va pas apprécier, on ne va pas nous-mêmes identifier. Peut-être identifier des risques qu'elle n'aurait pas identifiés, ça, bien sûr, on peut le faire. Mais je pense, en tous les cas, que notre boulot, ce n'est pas d'apprécier différemment. Et si d'aventure, on peut le faire, on peut par exemple dire, voilà, telle collectivité a identifié tel risque dans le cadre de son contrat de délégation de service public de l'eau, elle a fait telle évaluation, nous estimons qu'elle a évalué de manière erronée ou en tous les cas pas satisfaisante, on peut le faire éventuellement, hein, mais il faut jouer de la carte du contradictoire à deux niveaux au cours de l'instruction, c'est-à-dire de dire, voilà, vous avez telle appréciation sur tel risque, nous, notre appréciation est différente, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et enfin, une fois que ça apparaît au niveau du CRIOP et que ça apparaît dans l'Europe, il y aura la contradiction institutionnelle prévue par les textes du Code général du Code général des codes, notre code des JF. et qui permet effectivement d'assurer la contradiction. Donc, dès lors qu'on respecte les principes du contradictoire, on peut dire pas mal de choses, mais je rappelle comme que le principe, c'est la collectivité de mettre en place ce dispositif de contrôle interne. C'est pas à nous Nous, on vérifie simplement qu'elle l'a mis en place et qu'elle maîtrise les risques. D'accord, donc c'est de la discussion, en fait. D'accord, mais je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, ce n'est pas d'autres questions. Marie-Odile. Oui, s'il vous plaît. Isabelle Carré, j'avais mis une question dans le chat parce qu'en fait, vous nous aviez conseillé la lecture du rapport sur la commune de Châteauroux qui introduisait justement cette méthode COSO et qui le présentait surtout sur la sphère maîtrise des risques financiers. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu en off quelle a été la réaction de la commune
à ce type de méthode? Est-ce qu'elle l'avait déjà plus ou moins intégré? Ou est-ce qu'ensuite elle a modifié son contrôle interne? Alors, on ne peut pas encore dire si elle a modifié le contrôle interne parce qu'on n'a pas fait un rapport de suite. En revanche, la réception a été très bonne, voire excellente. Parce que la démarche a permis de montrer de manière nuancée, assez adéquate, je dirais, les problématiques auxquelles se trouve confrontée la collectivité et qu'elle n'avait pas totalement appréhendées. Et cette démarche-là, dans le sens de la nuance, a été appréciée par l'ordonnateur, dans le sens où on lui donnait des pistes de travail pour améliorer le processus de maîtrise des risques, sans le mettre complètement en porte-à-faux par rapport à tel ou tel risque important qu'il n'aurait pas maîtrisé de manière frontale. Donc, ce type de rapport, me semble-t-il, était apprécié de l'ordonnateur et de l'Assemblée délibérante parce que, comme le disait tout à l'heure Marie-Odile, on fait un contrôle, on observe ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, mais d'une certaine manière, on fait un conseil implicite. On leur dit, ben voilà, il y a toute une démarche, tout un référentiel que vous pourrez utiliser pour améliorer la maîtrise des risques au sein de votre collectivité, employez-le et vous verrez, ça marchera nettement mieux. L'autre aspect, c'est que les ordonnateurs se rendent assez rapidement compte que nous ne faisons qu'utiliser un outil, un référentiel communément partagé dans le secteur de l'entreprise et de plus en plus dans le secteur public local. Et donc, ils comprennent ce qu'on leur fait. On ne va pas directement pour leur dire, ben voilà, vous n'avez pas fait telle ou telle chose, c'est pas bien, de manière un peu punitive. Non, on aborde des choses un peu méthodologiquement et cette démarche semble recueillir l'assentiment des ordonnateurs à laquelle nous les avons un peu imposés. Merci. D'autres questions pour préliminaires avant de continuer? Donc, on va poursuivre. Alors, je vais revenir effectivement un petit peu sur l'environnement de contrôle que vous avez pu, dont vous avez pu lire des éléments, hein, et puis après on jouera un petit peu, on fera des quiz par rapport à ce corpus. Alors, l'environnement de contrôle est un point effectivement fondamental, puisqu'en fait, il s'agit de répondre à 5 grandes questions, hein, qui sont au cœur de la problématique de la transparence qui garantit l'efficacité de la gestion publique locale et surtout qui garantit aussi l'adhésion au pacte social finalement que représente la gestion publique par rapport à nos concitoyens. Donc on a 5 questions qui déclinent en quelque sorte ce COSO. Hein. C'est la première, est-ce que l'administration publique locale manifeste son engagement en faveur de l'intégrité des valeurs déontologiques, hein? Est-ce que l'Assemblée délibérante fait preuve d'autonomie et contrôle en quelque sorte l'ordonnateur, notamment dans les délégations de pouvoir qu'elle lui a données, et est-ce qu'elle s'assure du bon fonctionnement? Est-ce que cet ordonnateur qui agit sous le contrôle de son assemblée a mis en place les structures, les organisations qui vont permettre de décliner, de délivrer les services attendus, de délivrer les projets correspondant aux objectifs du plan de mandat pour lequel il a été élu, hein. Et puis donc, est-ce que, pour ce faire, est-ce que l'administration manifeste toujours son engagement à attirer, maintenir, fidéliser des collaborateurs compétents pour effectivement, toujours dans le même esprit de délivrer les services à hauteur attendue, hein. Et puis, est-ce que l'administration a instauré un mode de management
qui incite chacun des collaborateurs et à tout niveau à rendre compte des responsabilités qui lui ont été confiées. Hein. C'est vraiment le socle de l'environnement de contrôle. Alors, les juridictions financières sont tout à fait… en fait, ont l'habitude, on parle de RH, on parle de délégation de pouvoir, on parle de ça, dans nos contrôles, on le fait, mais on ne l'oriente pas dans ce sens maîtrise de l'environnement de contrôle et de la gouvernance. Et comme l'a dit tout à l'heure Vincent, c'est une approche qui donne du sens, qui n'est pas la sanction. On n'a pas pris telle délibération, telle délégation n'est pas en place. Et alors, hein, on s'arrête au constat, alors que le sens, c'est que le fonctionnement démocratique, finalement, n'est pas bien garanti. Hein. C'est le sens du message général. Alors, pour tester un peu les connaissances que vous avez, on va faire un petit quiz, ou votre compréhension du sujet, on va faire un petit sondage sur les notions qui étaient présentées dans les supports qui sont à votre disposition. Donc là, je me tourne vers… ben non, Anne-Claire a mis à ma disposition le quiz numéro 1 sur l'environnement de contrôle. Donc, est-ce que vous avez tous accès à… En bas de votre écran Zoom, il y a un sondage. Alors, il faut le lancer auparavant pour qu'on y aille. Alors, donc, je lance le sondage. On le voit très bien. Tout le monde le voit. D'accord, parfait. Donc, ce que je vous propose là, c'est nous avons 6 questions. Vous les regardez un petit peu, vous répondez, et on revient ensemble dans quelques minutes pour en discuter, donner les bonnes réponses, sachant que comme à notre premier sondage, les réponses sont anonymes. Hein, je ne verrai que la progression, à moins que ce soit Anne-Claire qui le voit, des réponses. C'est vous qui la verrez. J'invite tout le monde à remplir le petit quiz en se servant de l'ascenseur à droite pour passer de la question 1 à la question 6. Et à l'issue du quiz, vous avez juste à cliquer sur soumettre.
11 personnes ont répondu. Le quiz est anonyme. Vous pouvez 12. répondre. Voilà. Je pense que si on s'exclut Vincent, moi, Anne-Claire. J'ai répondu, moi. Ah, d'accord. Moi, je n'arrivais pas à répondre. C'est normal, c'est toi qui administre. Oui, c'est ça, voilà. J'espère que je ne me suis pas trompé. Ah, on va le savoir. Mais je ne saurais pas si tu t'es trompé. « 13. Peut-être qu'on est bon. Alors, si, je ne sais pas si Flore Bella répond ou Anne-Claire et moi, on ne répond pas. Donc, je pense que tout le monde a répondu. Donc, je mets fin au sondage. Je vais partager les résultats. Oui. Donc, je clique sur partager. Est-ce que là, vous les voyez? Oui, tout à fait. Très bien. Parfait. Alors, donc, sur le premier sujet, le dispositif de contrôle permet à l'administration locale, en fait, de s'assurer de l'atteinte des objectifs fixés par le plan de mandat. Hein. Alors, bien sûr, ça peut faciliter la maîtrise des risques. Le fait de s'assurer de la bonne exécution des tâches accomplies par les agents, bien sûr, ça fait partie des dispositifs de contrôle d'interne. Hein, mais le grand objectif, c'est effectivement l'atteinte des objectifs. Et là, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est à relier avec la définition des risques. Qu'est-ce qu'un risque? C'est c'est des événements qui peuvent empêcher l'organisation d'atteindre ces objectifs. Donc, vous voyez, c'est effectivement la dernière réponse qui était la bonne. Sur le contrôle interne, alors, le contrôle interne est de la responsabilité, effectivement, de l'ensemble de la chaîne, hein, des élus, de la chaîne hiérarchique et de l'ensemble du personnel. On va le voir, c'est la diffusion d'une culture. Et c'est vraiment très bien relayé dans tous les supports, aussi bien diffusés par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique que les supports diffusés par l'Agence française anticorruption, hein, l'AFA, sur la maîtrise des risques, alors là, ciblée sur les atteintes à la probité. C'est aussi dans certaines vidéos que vous avez pu voir dans les supports sur tout ce qui est la déclinaison dans le cadre de l'expérimentation, de la certification, ou tout un dispositif de contrôle interne est mis en place. On a un maire qui témoigne que c'est un projet d'administration. Hein. Voilà. Et donc, avec bien sûr le principe que, en quelque sorte, l'exemplarité vient du haut, hein, et puis se diffuse, mais c'est bien l'ensemble de la chaîne. Ce n'est pas un porteur qui est responsable du contrôle interne. En revanche, si le top management, et donc pour les collectivités, les élus, l'exécutif, n'impulse pas la démarche, et je vous citerai quelques exemples tout à l'heure, où je peux le faire maintenant. Par exemple, dans un contrôle, le contrôle d'un département par l'AFA, l'AFA a constaté que lors de son investiture, alors qu'il y était tenu, le président n'a pas fait la lecture de la charte de l'élu local qui pose les conditions, qui fait partie de l'environnement de contrôle, qui pose les conditions, notamment tout ce qui concerne les atteintes à la probité et les situations de conflit d'intérêts. Rien dans son discours n'a évoqué ce sujet-là, alors que désormais, même par les textes, il est tenu de porter ce dispositif s'agissant de la prévention des risques de la corruption. Voilà. Vous voyez, donc c'est toute la chaîne. Alors, troisième point, quelles sont les composantes du contrôle interne d'après le référentiel COSO? Alors,
Donc, effectivement, l'environnement de contrôle fait partie est une des composantes du modèle COSO. Hein, c'est une base. Alors, on a pour revenir hein, sur le modèle COSO, on a 5 grandes composantes. Hein, on a l'environnement de contrôle, l'évaluation des risques, le contrôle l'information et la communication, et puis le pilotage de ce système. On a bien ces 5 niveaux. Donc, l'environnement de contrôle en fait partie, l'évaluation des risques aussi. Alors, le développement des compétences des agents participe de l'environnement de contrôle, effectivement, le système de formation, mais ce n'est pas une des composantes en tant que telle. Le développement des compétences est intégré à l'environnement de contrôle, puisque ce sont les politiques RH. Alors, la conformité c'est en fait, c'est l'un des objectifs hein, du modèle COSO, conformité aux lois et règlements, conformité des états financiers. Voilà, donc c'est un objectif, ce n'est pas une composante de notre cube COSO. Quatrième question, l'environnement de contrôle. Alors, englobe l'intégrité et les valeurs éthiques, bien sûr, la philosophie et le style de direction également, la structure organisationnelle, c'est-à-dire comment sont organisés chacun des processus, quelles sont les règles qui sont définies, quelles sont les procédures écrites, quelles sont les délégations de pouvoir et de signature. Donc, les quatre réponses font bien entendu partie de l'environnement de contrôle. Alors, on a aussi tout ce qui est politique et pratique des ressources humaines et on l'a évoqué tout à l'heure, la compétence des personnels et donc les moyens de formation en font également partie. Voilà. Sur la 5e question, donc l'environnement de contrôle d'une entité publique peut se définir comme l'ensemble des normes et procédures opérationnelles en vigueur pour chaque secteur d'activité. Non, pas tout à fait. Ça y participe, mais c'est plus large. L'environnement de contrôle, c'est un environnement interne favorable à la maîtrise des risques, tant opérationnels, juridiques et financiers, que peut encourir l'entité. Hein. Voilà, on est sur l'ensemble des processus qui sont en œuvre dans l'organisation. Et ensuite, quels sont les points clés pour évaluer l'environnement de contrôle d'une collectivité? Donc, sur les réponses qui vous étaient proposées, on avait aucune des réponses n'était fausse. Hein. L'indépendance de l'assemblée délibérante vis-à-vis de l'ordonnateur, c'est quelque chose d'important. L'ordonnateur doit rendre compte, et c'est prévu par le CGCT, des pouvoirs qui lui sont délégués par l'assemblée délibérante. Mais toutes les réponses sont incomplètes. Hein. Donc, la définition de l'organisation des pouvoirs et des responsabilités de l'ordonnateur, bien sûr, participe d'un point de contrôle. L'engagement de la collectivité pour attirer, former et fidéliser les collaborateurs compétents. Là, c'est toutes les politiques RH hein, de recrutement. Donc, c'est effectivement un point de contrôle aussi. Vous voyez que c'est des choses que l'on aborde dans nos contrôles, mais on ne les aborde pas forcément sous cet angle-là. Hein. On les aborde seulement, souvent, sous un angle de conformité. Est-ce que l'emploi d'un contractuel a respecté l'article du décret, etc. Est-ce que c'est les bonnes conditions, sans s'intéresser à l'enjeu sous-jacent derrière. Voilà ce qu'on pouvait dire. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à ce petit quiz introductif ?
Allez-y. Erwan. Oui, bonjour à toutes et à tous. Non, alors du coup, j'ai une petite question finalement sur. Alors je souscris à tout ça, à tout cet aspect du contrôle, bien sûr. Mais finalement, les assemblées délibérantes locales, c'est un petit peu comme dans notre fonctionnement, le Parlement vis-à-vis de l'exécutif. Le pouvoir est quand même, somme toute, assez limité dans les faits. Alors, nous, une fois qu'on a contrôlé tout ça, mettons qu'on tombe sur une structure où on a un ordonnateur local qui, j'allais dire, qui se comporte comme certains, un peu comme un satrape, quoi. C'est-à-dire qu'il concentre tous les pouvoirs. Alors, certes, il y a quelques délégations, etc. Mais c'est lui qui concentre tous les pouvoirs. Et en dépit de tout ça, ben finalement, là, ça marche bien. On a une bonne gestion parce qu'il est impliqué, etc., etc. Mais le constat, nous, qu'on a sur l'évaluation du contrôle interne est totalement négatif. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On mange notre chapeau ou comment est-ce qu'on essaie d'amener finalement le fait que l'environnement n'est pas satisfaisant, et, alors que malgré tout, la gestion est satisfaisante? Comment est-ce qu'on arrive à articuler tout ça, en fait? Oui, bonne question. Je peux essayer de répondre. Ça me faisait penser un petit peu au cas pratique de Montréal-les-Bains avant qu'il y ait le désastre qu'on a constaté. C'est-à-dire qu'on avait un maire particulièrement investi qui ne contrôlait rien du tout, et puis tout allait pour le mieux. On voyait émerger un nouveau casino, flambant neuf, on voyait émerger une nouvelle station thermale, etc. Et en fait, on s'est aperçu que tous les risques n'étaient pas maîtrisés. C'est-à-dire qu'entre ce que nous voyons facialement et la réalité des risques, c'est qu'il faut une marge. Donc là, pour la Chambre, c'est un peu délicat. Dire bah, tout fonctionne bien, c'est pas du tout sûr que tous les risques ont bien été identifiés, analysés et gérés. Et quand bien même la situation apparaît favorable, je pense que toute structure peut se mettre dans une voie de progression pour améliorer encore les processus. Et notamment, je dirais, le fait que les décisions soient vraiment partenariales, que ce soit l'Assemblée délibérante que tous les prérogatives de l'Assemblée délibérante soient bien respectées au niveau de la collectivité, que l'information passe bien via l'Assemblée délibérante aux citoyens, souvent c'est des marques de progrès importantes. N'oublions pas que nous sommes dans le secteur public local qui doit avoir un contrôle citoyen des activités gérées par la commune. La commune, c'est comme l'expression de ce qui est commun. Et ces problématiques de rendre compte sont quand même très, très importantes. Donc, même si on a une appréciation favorable de la gestion d'un élu un peu autocrate, soyons prudents, disons toujours qu'il y a des points à améliorer et donnant des pistes d'amélioration. Oui. Surtout, après, si on analyse éventuellement dans ces situations d'autocrates ou de satrapes qui sont assez fréquentes, hein, finalement, surtout dans les communes petites ou moyennes. Si on analyse après processus par processus aussi, on voit tous les risques qui peuvent apparaître, notamment sur la commande publique, avec tout l'apparente vertu de faire travailler les entreprises locales, etc., mais tous les risques peut-être qui peuvent en découler. Hein, voilà. Donc, effectivement, c'est une très bonne question. Donc, là aussi, c'est par rapport à ce type d'outils, c'est pour avoir peut-être une démarche un petit peu différente effectivement, pour apprécier orienter nos constats de façon un peu différente. Parce qu'aujourd'hui, parfois, on est trop, comme je disais tout à l'heure, c'est pas conforme. Et alors, voilà. Et donc, dans notre façon de dire, quels risques quels risques en découlent, hein, lorsque l'ordonnateur ne rend pas compte à son assemblée délibérante, finalement, les conseillers ne prennent pas non plus leur part, puisqu'ils sont déresponsabilisés. Alors que dans le bon fonctionnement démocratique, ils peuvent eux-mêmes, par leur contestation d'une décision, enrichir le débat et puis contribuer par leur rôle à la maîtrise des risques, en fait. Voilà. Merci. Donc là, je vais
je vais fermer le sondage. Pour compléter un petit peu cette approche sur l'environnement de contrôle, alors bien sûr, un des points très, très importants sur l'environnement de contrôle et par rapport à l'enjeu de confiance des citoyens dans la vie publique, en fait, hein, qui est parfois, et dans la période récente, attaqué à bien des égards. On a eu donc tout un corpus assez récent, hein, par rapport depuis 2013. Donc, dans les supports, on vous a cité l'ensemble des lois jusqu'en 2017. Bon, ensuite, on a également, il faudra mettre à jour d'ailleurs, on a la loi sur la fonction publique de 2019 qui complète, et puis bon, on aura ça. Voilà, c'est évolutif, mais il y a un point, tout ce qui concerne les atteintes à la probité est d'un enjeu très fort, donc avec le dispositif à la fois Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et le dispositif AFA, et qui oblige désormais les collectivités à mettre en place un certain nombre de dispositifs qui ne sont pas toujours mis en place. Alors, et qui font courir finalement. Alors, déjà, on a c'est un axe qu'on ne va pas regarder encore dans nos contrôles. Hein. Est-ce que ce que les collectivités doivent faire, sont obligées à faire par la loi notamment de 2016, est-ce que ça a été mis en place ou pas? On ne va pas forcément là-dessus. Hein. Alors, je vais vous citer quelques axes, quelques éléments sur ce sujet d'un rapport récent qui nous est parvenu sur le contrôle de l'AFA pour un département qui est extrêmement intéressant parce qu'il décline bien vraiment cet aspect évaluation des risques, cartographie des risques, mise en œuvre des dispositifs et conséquences de la non-mise en œuvre de ces dispositifs. Hein. Donc, en partant du sommet, c'est-à-dire en début de mandat 2015, l'exécutif ne témoigne pas de son engagement réel dans la mise en œuvre de dispositifs de prévention de la détection des atteintes à la probité. Il ne parle pas de la charte de l'élu local, il ne parle pas d'atteinte à la probité, ni dans son discours d'investiture, ni plus tard, alors que c'est une obligation. Le département, donc on est dans une grosse collectivité, ne dispose ni d'une cartographie des risques d'atteinte à la probité, ni d'une analyse particulière de ces risques, bien que quelques articles 40 aient conduit à la mise en cause de la responsabilité d'agents du département. Et alors ensuite, on décline processus par processus et l'AFA montre que tout n'est pas noir. Dans certains processus, des choses sont mises en place, souvent parce que c'est obligatoire, notamment le service, la direction qui en charge des fonds de solidarité européens, parce que c'est une obligation imposée par l'Europe. Alors, le dispositif est mis en place de déclaration d'intérêt, etc. Pour les autres directions, ce n'est pas toujours le cas, avec des enjeux très réel. Ce département dispose d'un patrimoine immobilier et attribue des logements à une part réservataire de logements sociaux, et sur son propre parc attribue aussi des logements à son personnel. Et vous voyez bien que dans cette attribution, il y a bien sûr des enjeux importants
de possibilités de passe-droit divers et qui sont des formes de corruption. Et sur ce processus-là, aucune démarche n'a été mise en place, ne serait-ce que pour le rappel ou la définition de règles déontologiques. S'agissant de la commande publique, donc un processus majeur, il n'y a pas de règlement intérieur et il n'y a pas de recensement des besoins et surtout, il n'y a aucune allusion au risque de conflit d'intérêts. La direction, lorsqu'elle évoque quels sont les risques par rapport à la commande publique, évoque des ruptures d'approvisionnement ou des risques de perte de pénurie de compétences pour piloter la commande publique, mais n'évoque jamais le risque de favoritisme, le risque de conflit d'intérêts ou prise illégale d'intérêts, alors qu'on est sur, dans nos contrôles, on le voit bien, des enjeux majeurs, effectivement, d'infraction aux règles, au principe de la commande publique et donc aux règles de favoritisme. Donc, vous voyez, ce côté défaut de culture qui, derrière, ne permet pas d'assurer qu'au fond, sur la commande publique, par exemple, la collectivité a conscience des risques qu'elle prend et a conscience des effets sur la manière dont elle commande, c'est-à-dire de ne pas finalement obtenir les biens et services au meilleur prix et avec le meilleur niveau de qualité, parce qu'elle ne pilote pas. Voilà une illustration qui monte dans le détail. Alors après, il y a un autre process sur la gestion immobilière. La gestion immobilière, c'est aussi un sujet que nous abordons parfois et qu'on aborde de façon patrimoniale sur le coût des acquisitions ou le prix des cessions avec leur impact financier. Et bien sûr aussi, il y a le volet conflit d'intérêts. Et cette collectivité, c'était toujours sur un domaine aussi sensible, c'est totalement le président de la collectivité s'est mis en situation totale de conflit d'intérêts lors de cession d'un terrain sur lequel il avait des intérêts au département, pour un terrain important visant à construire un centre technique départemental. Donc, voilà. Donc, vous voyez, on a tout un tas de... Même dans une grande collectivité comme un département, cette culture du risque d'atteinte à la probité en particulier est finalement assez occultée, alors que des textes depuis 2013, invite et donne des obligations aux collectivités. Donc, je pense que ça sera intéressant d'aller contrôler ce genre de mise en œuvre des dispositifs prévus par les lois. Merci beaucoup, Marie-Odile. Je voudrais insister simplement sur le dernier point de ton intervention, sur la multitude de textes qui ont été publiés depuis 2013, alors qu'auparavant, il n'y en avait pas énormément. On avait tous connu la loi Sapin 1, qui avait donné notamment un petit peu plus de transparence de la dévolution des délégations de services publics. Mais depuis lors, il n'y avait pas eu vraiment de texte qui mettait l'accent sur les enjeux de probité. Or, depuis 2013, il y a eu une avalanche de textes qui maintenant organisent de manière assez précise des questions de transparence de la vie publique, de la déontologie des fonctionnaires, etc.
D'ailleurs, comme tu soulignes, on n'a pas mis la loi sur les partenaires en 2019. Mais je pense qu'au sein des juridictions, on n'a pas pris le pas par rapport à cette transformation approfondie de notre environnement juridique, de l'environnement juridique des collectivités territoriales. On continue un peu globalement à contrôler les collectivités comme on faisait avant 2013 et je pense qu'on devrait vraiment nous adapter à cette évolution du cadre juridique et mettre davantage l'accent dans nos contrôles dans cette dimension-là. Alors ça participe bien sûr de l'environnement de contrôle dans le cadre du COSO, mais même pour les contrôles qui ne s'inscriraient pas dans ces outils analytiques, il demeure qu'au simple titre du contrôle de conformité aux lois et règlements, les juridictions financières devraient davantage consacrer de moyens de leur programmation, les thématiques de leur contrôle, à ces problématiques-là. Ça revient par exemple à aller vérifier toutes les déclarations à la Haute Autorité pour la transparence de la vie politique. On voit que dans certains cas, il y a des manquements et on pourrait très bien le rappeler dans notre rapport ou lors de l'instruction pour voir si les élus, voire les DGS, ont bien respecté l'ensemble des dispositions qui maintenant s'imposent à eux. Oui. Voilà. D'ailleurs, l'Agence française pour anticorruption a fait un grand sondage auprès de nombreuses collectivités en 2018, je crois, et montrait que si les principaux risques d'atteinte à la probité, que sont la prise illégale d'intérêt, le détournement de fonds publics, étaient globalement bien connus, en fait, la prise de mesures un petit peu systémiques pour lutter contre était encore très rare, même si dans certaines grandes collectivités, dans le cadre des démarches un peu globales de cartographie des risques, ce risque de fraude et d'atteinte à la probité commençait à être identifié, mais pas partout. Au cas d'espèce, dans ce contrôle d'un département, ça n'a pas été le cas. Le risque d'atteinte à la probité n'était même pas identifié dans les risques de la collectivité. Voilà. Donc, peut-être on a un deuxième sondage à vous proposer pour vous faire réagir dessus, sur lequel on pourra commenter. Donc là, Anne-Claire, à mettre fin au sondage. Et tu termines le premier pour faire le deuxième. Oui. Je ne me rappelle plus comment. Je dois remonter là-haut. Oui, et vous avez, dans le bandeau noir à droite, vous avez modifié. Non, j'ai pas de bandeau. Dans le bandeau noir à droite. Tout en haut. Tout en haut du quiz. Ah, voilà, ça y est. Arrêtez le partage. Ah non, arrêtez. Oui, arrêtez, effectivement. Arrêtez de partager les résultats. Voilà. Voilà, c'est ça. Et là, j'ai le deuxième quiz. Oui. Voilà. Et là, je le lance. Parfait. Nous l'avons. Ouf. J'étais là en position de risque. Donc là, on rentre un peu dans ces dispositifs qu'on vient d'évoquer.
Alors, il y a Françoise Labeur qui me dit qu'effectivement, sur le site de la FAI, il y a un guide de l'achat public. Est-ce qu'il est dans le Moodle? Je crois, il me semble qu'on l'avait mis. Hein, je crois qu'on l'avait mis. Merci Françoise de le rappeler parce qu'effectivement, il y a énormément d'outils. Alors, bon, je vous laisse vous concentrer, mais… Il est même à la fin de cette séquence-là. Oui. Ces outils-là sont intéressants parce que dans le cadre de vos contrôles, vous pouvez aussi communiquer dessus, en fait. Ça ne vous inspire pas, hein, le contrôle, parce que pour le quiz 2, parce que personne n'a répondu. Ça y est, on a le premier aventurier ou aventurière qui a répondu. C'est que les questions étaient plus difficiles. Oui. Ah ben, on a déjà 9 répondants. Je pense qu'on a tous répondu, je crois, puisqu'il y a 14 réponses sur 15 participants. Donc, je pense qu'on peut mettre fin au sondage. Oui. Merci beaucoup pour d'avoir joué le jeu. Donc, effectivement, sur la haute autorité pour la transparence de la vie publique, effectivement, adresse son guide déontologique à la fois pour prévenir la commission par les élus et les agents de toute forme de délit. Il faudrait que tu partages les résultats. Ah oui, pardon. Voilà, vous les voyez? Oui. Parfait.
Donc, effectivement, les deux réponses étaient justes. Hein. C'est bien pour prévenir la commission par les élus et les agents de délits, et puis pour prévenir les manquements à leurs obligations déontologiques. Hein. Et là aussi, ce guide a un volet très pratique, y compris pour construire une cartographie des risques. Alors, des risques propres, on va dire, aux atteintes à la transparence de la vie publique, mais la méthodologie peut s'adapter aussi pour d'autres formes de risques et peut-être dans les grandes collectivités, direction par rapport au risque de chacun des métiers exercés. Pour les collectivités locales, nous y voilà sur le nouveau corpus réglementaire. Quelles sont les obligations nouvelles issues des différentes lois promulguées depuis 2013 hein? Alors, on a effectivement l'institution d'un référent déontologue qui est obligatoire, mais pour les personnels. Hein. On a la prévention des conflits d'intérêts pour les élus et les personnels, oui, puisque les déclarations d'intérêts et de patrimoine auprès de la HATPV sont prévues selon une liste, une catégorie d'élus et de dirigeants ou responsables de services publics. Donc, ça concerne à la fois des élus et à la fois des fonctionnaires. Alors, l'élaboration d'une cartographie des risques n'est pas obligatoire, c'est une simple recommandation. En fait, elle devient une obligation pour les établissements publics industriels et commerciaux dont le chiffre d'affaires est supérieur à 100 millions d'euros. Hein. Alors, par ailleurs, les collectivités doivent aussi se doter d'un référent alerte pour les élus et les personnels. Hein. Les déclarations d'intérêt doivent être effectuées auprès de la ligne hiérarchique pour les agents. Et enfin, l'élaboration d'une charte de déontologie à des élus et des agents est une recommandation, là aussi. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est une bonne pratique. Alors, je descends à la question suivante. La question 3. Alors, voilà. Quelle utilité pour une collectivité locale de se doter d'une charte de déontologie? Là, ça peut être ouvert à de nombreux débats. Est-ce que c'est pour prévenir des risques de fraude, prévenir des risques pénaux encourus par les élus, pour prévenir les situations de conflit d'intérêts? Bon, ça peut être un peu tout ça, mais c'est surtout pour préciser et adapter les principes déontologiques généraux aux missions et aux activités spécifiques de chaque métier. C'est-à-dire qu'elle a une utilité si elle a un côté pratique. C'est notamment préciser, par exemple, en matière pour le service de la commande publique, tout ce qui est en matière de cadeaux, d'invitations, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui ne l'est pas et comment agir. L'intérêt de la charte de déontologie au niveau et sa déclinaison pratique en illustrant par des exemples qui peut être effectivement à l'adresse des agents comme à l'adresse des élus. Hein. Les pratiques en matière d'invitation, en matière de distribution d'invitations. Par exemple, dans certaines régions, on aime plus le foot ou plus le rugby, mais parfois, les collectivités, souvent, pour soutenir leur club préféré, sont aussi... achètent des billets. Comment sont distribués ces billets? Quelle est l'ampleur de ces achats? Comment sont-ils distribués? À qui? Puisque c'est vraiment une enquête assez ancienne d'ailleurs des juridictions financières sur le foot. C'était du temps de Philippe Seguin, je crois, juste à peu près à mon arrivée dans les chambres, montrer des pratiques extrêmement variables où vraiment on voyait bien que les règles déontologiques étaient vraiment enfreintes. Et bon, dans certaines régions, il y avait même des trafics de billets distribués par la collectivité à ses agents pour les récompenser. Mais en fait, derrière, il y avait un marché noir des billets distribués, quoi. Donc, voilà. Vous voyez, donc, il faut l'intérêt des chartes de déontologie, c'est d'aller sur le métier, être pratique.
les collectivités font des métiers tellement variés que, bien entendu, il y a des spécificités. On a parlé de la commande publique, mais une autre enquête auquel les chambres ont participé il y a peu de temps, c'était sur le service des pompes funèbres, par exemple, où il y a effectivement des règles métiers, des règles de déontologie, mais encore faut-il qu'elles soient rappelées, déclinées, puisqu'on a affaire, les agents de ces services, lorsque ce sont des agents municipaux, mais lorsque ce sont des DSP, c'est pareil, il y a une vigilance à avoir, on a des familles en situation difficile lorsqu'elles ont perdu un proche, des agents qui ont un pouvoir en fait sur eux, et donc il y a des règles de déontologie très particulières adaptées à chaque métier. Voilà, je crois que c'est ça qu'il faut retenir, parce qu'on peut voir derrière la charte encore un machin, encore un truc écrit, mais c'est son côté pratique, et après la façon dont elle est mise en œuvre, et on contrôle sa mise en œuvre, son respect, et comment on traite les écarts à ce qui est prévu. Et donc là, c'est la voie un petit peu, je dirais, managériale, voire disciplinaire. Question 4. Alors, le style de management d'une organisation participe à l'environnement de contrôle. Là encore, exemplarité par la tête. Selon vous, quelles situations sont plus propices à développer un environnement de contrôle robuste au sens du COSO? Alors, le directeur de cabinet cumule les fonctions de DGS afin d'unifier la ligne de commandement. Vous avez raison, ce n'est pas une très très bonne pratique. Certes, une unité de commandement, mais le directeur de cabinet a une fonction politique. Le DGS est en charge de l'administration, et ces deux fonctions sont bien à distinguer. D'un côté, il y a continuité de l'administration, de l'autre, il y a une fonction politique proche de l'élu. Donc, j'ai perdu l'écran là. Le code de conduite a été rédigé par la direction et a été diffusé auprès de tous les agents. Alors, je dirais qu'il y a un code de conduite, c'est déjà bien, mais en fait, les agents doivent participer à son élaboration, d'abord parce qu'ils identifieront mieux les points, les situations auxquelles ils sont confrontés, et ensuite ça assurera une meilleure adhésion aussi, et donc une meilleure application, un meilleur respect de ce code de conduite. Et enfin, alors si les autres questions, attendez, j'ai un problème d'écran parce que j'ai manqué ma... Voilà. Donc, les objectifs individuels sont attribués à chaque collaborateur et leur atteinte est évaluée annuellement. Ça fait, c'est un point positif, mais c'est largement insuffisant par rapport à ce qu'on recherche. C'est un minimum. Les opérations engagées se préoccupent avant tout d'efficacité économique. Non, ça ne garantit pas du tout qu'un environnement de contrôle soit satisfaisant. Le recrutement de collaborateurs sont assurés en toute transparence sur la proposition de l'encadrement et ou du personnel référent. Non, parce que ça ne garantit pas que les recrutements sont faits sur la base de compétences, et c'est une forme de cooptation qui ne garantit pas l'effectivité des compétences, hein. Par contre, effectivement, le style de management, donc ça passe, comme tout à l'heure j'ai évoqué l'élan et l'impact donné par le top management, c'est-à-dire en l'occurrence pour une collectivité son exécutif, hein, donc qui doit porter cette culture, bien sûr le top management, et puis après, donc tout ce qui est
à la fois en top management, encadrement supérieur, encadrement intermédiaire, donner des bonnes pratiques, mettre en place, bien sûr, des guides et des procédures par métier, hein, et former les agents à leur utilisation. Et puis, comme je le disais, je l'évoquais tout à l'heure, le respect, la ligne hiérarchique qui s'assure du respect de ces procédures, qui organise les remontées d'informations, hein, sur les dysfonctionnements et facilite leur résolution. Et puis, il y a également les dispositifs d'alerte, en fait, pour identifier les écarts. Voilà. Alors ensuite, 2 questions philosophiques, 2 réponses sur l'intégrité publique désigne la conformité et l'adhésion sans faille à une communauté de valeurs, de principes et de normes éthiques aux fins de protéger l'intérêt général contre les intérêts privés et de lui accorder la priorité sur ces derniers au sein du secteur public. Ou bien, l'intégrité publique est une approche fondée sur des règles et axée sur la législation, la détection et la poursuite de la corruption qui porte atteinte à l'intérêt général et à la réalisation des objectifs assignés aux politiques publiques. Alors donc, cette seconde, c'est pas tout à fait la bonne définition, mais cette seconde définition, c'est celle de la répression selon l'Eurosai, hein. Alors, la bonne définition de l'intégrité publique, c'est la première, la conformité, l'adhésion à une communauté de valeurs, de principes qui garantit la préservation de l'intérêt général contre des intérêts privés qui seraient contraires. Voilà pour ce point. Et enfin, sur l'Agence française anticorruption, qu'est-ce qui est... alors, l'agence n'a pas identifié de méconnaissance d'atteinte à la probité, hein. Les principaux délits figurant au code pénal sont assez bien connus, hein, 432 et suivants, mais en revanche, c'est les insuffisances de mesures de prévention des risques, oui, un retard dans le déploiement de dispositifs de contrôle interne global, sauf dans les grandes collectivités. Et puis un défaut de cartographie des risques, oui, très grand. Également, l'AFA a identifié donc une absence de code de conduite anticorruption, et puis un défaut de formation et de sensibilisation aux acteurs. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, des acteurs chacun dans leur métier. Il peut y avoir des sensibilisations un peu générales, mais la traduction de comportements qui ne seraient pas, qui seraient contraires, chacun dans son métier et peut développer en France. Voilà ce que je pouvais dire. Également, bien entendu, l'AFA a identifié, mais c'est des choses qu'on connaît quand même assez bien grâce à nos contrôles, les risques en matière d'atteinte à la probité dans les collectivités territoriales, hein. C'est au regard des affaires qui ont été portée devant la juridiction répressive, devant le pénal, hein. On a bien sûr tout ce qui est commande publique, attribution de subventions, délivrance de permis et licences, donc là, notamment l'urbanisme, hein, bien sûr, ce qui est gestion des biens et valeurs patrimoniales, achat, vente de biens immobiliers, habitat, logement social, gestion des régies, et puis gestion des fonds européens, malgré le corpus assez, assez bien établi par l'Union européenne, la gestion même de ces fonds peuvent poser un problème avec le volet, il y a la distribution des fonds, le process d'attribution des fonds est assez sous contrôle. En revanche, l'utilisation finale n'est pas forcément bien surveillée. Et on l'a vu
en Occitanie, donc, on a fait un contrôle, de nombreux contrôles sur les PETR, les pôles d'équilibre territorial et rural, et qui portent souvent le dispositif d'allocation des fonds. Et au cours de nos contrôles, on n'a pas, ce n'était pas la cible du contrôle, mais on n'a pas du tout contrôler finalement l'utilisation de ces fonds européens. On a contrôlé comment le PETR arrivait à obtenir des fonds et à les attribuer à des porteurs de projets. En revanche, quelle est leur utilisation effective? On n'est pas allé dessus. Et je pense que c'est un sujet qui commence à courir. Il faudra peut-être avoir une autre prisme. Alors, il y a bien sûr aussi dans les zones à risque, hein, mais ça, on le sait, mais encore faut-il y aller, et peut-être avec une approche comme on vous la propose, sur tout ce qui est société d'économie mixte, satellite des collectivités, qui devraient, en fait, de par leur commanditaire, avoir un contrôle analogue au service de la collectivité, mais qui, en réalité, ne font pas l'objet de ce contrôle analogue, quand, en particulier, la collectivité, pour ses propres services, n'a pas mis en place l'ensemble de ces dispositifs. Voilà. Je vais arrêter mon propos, vous laisser la parole et surtout la donner à Vincent. Est-ce que vous avez des questions à formuler à Marie-Odile compte tenu de ce second quiz? Je ne vois pas de main se lever, donc j'en déduis que tout était clair. Merci beaucoup, Marie-Odile. Je vais faire un tout petit bout de publicité, c'était à parler du contrôle des fonds européens. Le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes recherche son contrôleur interne en charge du contrôle des fonds européens. Si jamais quelqu'un souhaite faire une mobilité au Conseil régional, c'est une application directe de l'information. Je referme ma petite parenthèse. Un des points abordés par la fin, c'est l'absence de cartographie des risques. Et justement, ce qu'on vous propose, c'est de faire une étude de cas sur la cartographie des risques, en prenant toujours notre exemple de Montron-les-Bains, tout simplement pour éviter de vous amener à connaître d'autres rapports, d'autres contrôles que nous avons faits. Et l'idée, c'est de voir comment on pourrait utiliser certains outils pour mieux apprécier les risques au sein de cette collectivité. Donc, quel processus de cartographie des risques et avec quels outils analytiques. Donc, ce n'est qu'une proposition d'outils. Il y a bien sûr beaucoup d'outils qui sont possibles. Lorsque nous avions abordé la question de l'identification des risques, on a toujours insisté sur le fait qu'un risque ne pouvait être apprécié que par rapport à des objectifs. Or, la difficulté, c'est que souvent les objectifs ne sont pas définis, en tous les cas clairement. Il y a des objectifs implicites qui sont la fiabilité des états financiers et la conformité aux lois et règlements. Encore que des fois, ce n'est pas vraiment un objectif de la collectivité, mais en soi, c'est quand même un objectif que nous devons contrôler pour les juridictions financières. Et en ce qui concerne les objectifs de performance, on va essayer de rechercher un peu dans le projet de mandat s'il y a des objectifs qui ont été clairement déterminés et sur lesquels on pourra apprécier les risques associés à l'atteinte des objectifs. Donc, les objectifs du mandat de M. Giraud, le Montron-les-Bains, c'était de construire une station thermale, mettre en place un casino. C'était les objectifs du mandat, il les a réalisés, mais au prix des risques qui n'avaient pas été, du moins, identifiés. Alors, comment peut-on essayer d'apprécier ça? Il y a plusieurs méthodes pour essayer de pallier le fait que la collectivité n'a pas suffisamment précisé ses objectifs pour quand même essayer de déployer une analyse d'identification des objectifs. Les méthodes souvent employées dans les collectivités, dans les collectivités qui entreprennent un tel chantier, c'est de constituer des groupes de travail en son sein avec des agents
pour, à l'issue de ces groupes de travail, définir quels sont les objectifs. Donc, ça peut être fait par direction ou par service de la collectivité. On réunit des sachants, des responsables opérationnels qui vont constituer une liste de risques. Et après, ces risques vont être cotés, agrégés et communiqués pour en faire une cartographie des risques. C'est une méthode qui est assez couramment pratiquée par les collectivités qui s'engagent dans ce processus. Ils se font souvent accompagner par un consultant. Je citais par exemple le cabinet Mazars tout à l'heure. C'est une démarche qui est possible d'être entreprise par la collectivité. Nous ne pouvons bien sûr pas utiliser cette démarche dans le cadre de notre étude de cas, puisqu'on ne peut pas animer des groupes de la collectivité. Les agents publics locaux ne sont pas avec nous. Une autre méthode qui est possible d'utiliser, c'est tout simplement d'utiliser un référentiel de risque qui peut être transposé d'une collectivité à l'autre. Et là, donc, j'ai repéré tout simplement un référentiel établi par un cabinet de conseil qui permet, en première analyse, de faire cette cartographie des risques. Donc, il est communiqué avec Moodle, vous devez y avoir accès. Je pense, je suis en train d'ouvrir, mais Moodle réagit un peu lentement. Il s'agit simplement d'un outil constitué par un cabinet externe qui a permis d'identifier un certain nombre de risques. Donc, je le mets dans, voilà. Est-ce que vous l'avez à l'écran? Oui, très bien. Donc, ce n'est pas du tout les juridictions financières qu'on fait ce référentiel, ni bien sûr Marie-Odile et moi, mais c'est quelque chose que l'on peut trouver parmi les conseils qui accompagnent les collectivités qui souhaitent élaborer une cartographie des risques lorsque les risques ne sont pas identifiés par rapport à des objectifs de la collectivité, ce qui est bien sûr préférable. Donc là, on voit une nomenclature qui est composée en plusieurs grands chapitres. Donc, les chapitres sont lesquels les risques stratégiques de gouvernance et d'image. Donc, des risques de gouvernance, on peut éventuellement retrouver des éléments d'événements de contrôle, mais on verra comme un peu éloigné. Des risques financiers, bien sûr, des risques humains, des risques opérationnels, les risques exogènes, et on va trouver notamment nos fameux risques sanitaires et la pandémie, et les risques juridiques et réglementaires. Donc, sur les risques stratégiques, on voit que certains éléments peuvent être transposés par rapport à l'opération que nous avons connue à Montreau-les-Bains, puisque le projet de mandat du maire, c'était de faire des aménagements importants, alors pas certes un peu d'infrastructure, mais surtout de manière touristique, thermale, un casino, une station thermale. Et donc là, effectivement, ce qui est indiqué, c'est les risques d'échec, les risques de retard, les risques de surcoût. En fait, le risque de soutenabilité financière pour la collectivité territoriale n'est pas dans cette nomenclature, comme quoi on voit que la nomenclature n'est pas toujours adaptée à ce qu'on souhaiterait avoir, mais d'une certaine manière, on aurait pu déjà, en utilisant ce référentiel, circonscrire un petit peu le risque auquel pouvait être confronté le maire de Morand-les-Bains lorsqu'il a engagé ses projets d'infrastructure touristique. Un autre risque pourrait être, mais ça, ce n'était pas le cas de la commune, un échec de chantier interne de modernisation ou d'un projet de réforme. On a connu au sein de l'État des grands échecs sur les projets de restructuration et de projets informatiques, à l'ONP notamment, donc c'est un exemple au niveau de l'État. Lors de nos contrôles dans les collectivités, on peut aussi connaître certains échecs de réorganisation interne. Souvent, ça peut être aussi des cas de réorganisation informatique où on part sur des projets ambitieux et in fine, le logiciel n'est pas opérationnel, on ne l'utilise pas, etc. Le cas de Morand-les-Bains, d'ailleurs, qu'on a cité tout à l'heure, et c'était un peu le cas, lorsqu'on a contrôlé la restauration collective, ils avaient mis en place un logiciel qui gérait
selon l'éditeur de logiciel, gérer bien toute la cantine scolaire, la gestion des approvisionnements, l'aspect bio, etc. Et en fait, la collectivité s'était confrontée à un problème de compétences. Tout simplement, les agents de restauration qui devaient utiliser ce logiciel n'avaient pas été formés et étaient même assez éloignés en termes de potentiel de compétences par rapport à l'utilisation d'un logiciel comme un peu compliqué. Et donc, le logiciel avait été installé sur les ordinateurs, mais n'était pas utilisé. Donc, c'est aussi une observation de gestion qu'on peut formuler. Et souvent, pas généralement, mais souvent, lorsqu'on fait une analyse des risques, on bute sur les problématiques sur le turnover des ressources humaines et souvent des problématiques de compétences. Est-ce que les agents territoriaux ont les compétences pour gérer les dispositifs, ou souvent les risques auxquels ils sont confrontés? Et donc là, on identifie quand même à la fois l'origine d'un risque potentiel, mais aussi la voie pour l'améliorer. Ça peut être améliorer le recrutement, ça peut être mettre en place des dispositifs de formation. Indépendamment des risques politiques de discernement majeur, les collectivités peuvent être aussi confrontées à des risques médiatiques de dénigrement. Vous le savez, c'est assez fréquent, notamment juste avant les élections. À Orléans, on en a connu un fort, puisque malencontreusement, des acteurs, on peut se demander quelles étaient les intentions, ont trouvé des factures d'hôtel du maire d'Orléans sortant, où il payait 250 € une nuit d'hôtel à Paris. Et ça, c'est sorti dans les médias, ça a été porté en épingle, c'était repris par le procureur de la République, etc. Et in fine, le maire n'a pas été réélu à Orléans. Donc là, on voit bien qu'on est à la marge entre les aspects politiques et les aspects médiatiques. Mais en tous les cas, c'est un risque à identifier. C'est-à-dire que mettre en place les processus corrects, le maire, d'une part, n'aurait peut-être pas dû effectivement se payer des nuits d'hôtel à 250 € à Paris. En soi, c'est un risque en soi. Mais même s'il avait décidé de le faire et si c'était régulier, si la délibération du conseil municipal l'autorisait à faire des dépassements par rapport à ça, il fallait qu'il sécurise les processus pour que la formation sorte. Ensuite, baisse réelle perçue de l'attractivité du territoire. Ça, c'est un risque majeur pour les collectivités. Nombreuses collectivités que nous contrôlons ont des territoires en déprise démographique, mais aussi économique, sont confrontés à ce risque-là. Et la collectivité est bien sûr soumise à ces risques de manière très, très forte, avec une baisse des revenus fiscaux qui peuvent être engendrés par rapport à cela, et aussi des fois tous les risques sociaux qui peuvent être associés, et du coup la difficulté à intervenir pour réguler ces problèmes sociaux, et voire quelquefois faire des interventions économiques. C'est plus elle trop qui a trop la compétence, c'est plutôt le PCI qui doit intervenir, ou voir la région, mais souvent les collectivités peuvent être amenées à faire des interventions économiques dans ce registre-là, qui dépassent de loin leur capacité financière, et donc elles peuvent se mettre en risque important. Nous avons, quand on était en Auvergne-Rhône-Alpes, notamment, Marie-Odile et moi, souvent été confrontés à des collectivités qui avaient des risques de cette nature, notamment dans les stations de sport d'hiver, qui avaient implanté des stations et qui, bien sûr, du fait de manque de neige, pour différentes raisons, n'étaient plus du tout opérationnels. Oui. Sur ce sujet-là, l'enquête en Occitanie là, sur les villes moyennes a bien montré aussi la diversité des territoires, où des petites villes en déprise économique, déprise démographique, l'un allant avec l'autre, se retrouvaient dans l'incapacité aussi à entretenir souvent un patrimoine historique qui finissait par, enfin voilà, et se lancer parfois dans des projets effectivement dont elles n'avaient pas les moyens pour essayer de retrouver un élan. Tout à fait. Donc les limitations technologiques, institutionnelles, technologiques, selon, je dirais, tournant du numérique. Hein, vous voyez vite que dans les collectivités que nous contrôlons, certaines prennent ce tournant-là, plus ou moins bien, puis d'autres l'ont complètement
ils n'ont pas de leur visée, et donc engendre tout de suite un retard énorme par rapport au tournant numérique. De notre propre administration, les juridictions financières, on est relativement à l'aise par rapport à ça. Nous avons été moteurs, mais dès lors qu'on se compare à d'autres administrations, on voit bien que d'autres administrations, locales ou même nationales, peuvent avoir des difficultés à gérer les risques liés à ces mutations technologiques très très fortes. Dans les collectivités territoriales, il y a bien sûr la défaillance d'un satellite. Donc, le cas de Montran-les-Bains est à ce titre exemplaire, puisque nous avons une double défaillance de satellite. D'une part, la mise sous sauvegarde de la SEM, et d'autre part, la mise sous sauvegarde de la SCI. Donc là, effectivement, cet outil d'identification des risques aurait permis, dans le cas de notre étude de cas, de bien identifier ce risque-là. Si M. Giraud, maire, avait mis en place un dispositif de contrôle interne avec d'abord une cartographie des risques et l'établissement d'une carte, s'il avait utilisé ce référentiel, il aurait pu mettre défaillance de satellite, quel est le risque, etc. Et on aurait pu identifier la SEM et la SCI. Donc, dans ce cas-là, ce référentiel aurait été opératoire. Voilà. En ce qui concerne les risques financiers, je trouve que ce référentiel est un peu succinct, c'est le moins qu'on puisse dire, mais on voit que le cabinet qui l'en conseille n'a peut-être pas la connaissance que nous avons, nous, sur les risques financiers des collectivités territoriales, notamment à la lumière de l'expérimentation de la certification des comptes locaux, où, évidemment, la batterie de risques financiers susceptibles de pouvoir être identifiés au sein du secteur public local est particulièrement conséquente. Je pourrais, si vous le souhaitez, vous donnerez les batteries utilisées par l'équipe de contrôle central de la FIGE, qui permet d'avoir une vision un peu d'ensemble des risques financiers qui peuvent être identifiés au sein du secteur public local. Mais là, l'intérêt, c'est quand même que c'est un peu synthétique et valable pour les petites collectivités, avec bien sûr le risque de soutenabilité budgétaire des engagements de la collectivité. Donc, le terme utilisé, dérive ou équilibre budgétaire, peu ou mal maîtrisé. Souvent, nous le retraduisons dans notre jargon interne, un risque de soutenabilité budgétaire des projets de la collectivité, ou même des fois de la masse salariale de la collectivité, si elle n'arrive pas à la maîtriser. L'autre risque financier majeur, c'est les tensions en matière de financement. Il y a pu y avoir des tensions dans les années 2010 avec les crises liées aux emprunts à risque. Maintenant, c'est plus dans nos rétroviseurs, nos rapports n'en parlent pas trop, mais c'est vrai que ces risques majeurs ont pu être identifiés lorsque les présidents de collectivités ou les maires de communes signaient des contrats structurés avec des risques particulièrement importants et leur analyse des risques n'a pas permis d'identifier tous les risques que contenaient ces contrats. Et plus classiquement, donc, pour les risques financiers, les erreurs, les défauts de la fiabilité des informations financières. Sur le risque humain, je vous l'ai déjà un peu abordé tout à l'heure. De nombreuses difficultés auxquelles peuvent être confrontées les collectivités territoriales trouvent leur fondement dans la rotation des personnels, dans je dirais, les insuffisances de compétences, dans la non-disponibilité des personnels du fait de l'absentéisme, des accidents, ou de la perte brutale d'un collaborateur clé. Quelqu'un de très compétent qui maîtrise vraiment bien un dispositif trouve une autre opportunité professionnelle, il part, et il n'y a pas eu de plan de remplacement, il n'y a pas eu de plan de montée en compétences, et c'est difficile de trouver quelqu'un pour le suppléer très rapidement. Je reprends le cas de Châteauroux, où la DGS de Châteauroux est partie en cours de contrôle. C'est quelqu'un de très, très compétent. D'ailleurs, je crois qu'elle a été nommée DGS à la ville de Saint-Étienne. Et du coup, le maire de Châteauroux a du mal
vraiment du mal à recruter son remplaçant parce que c'était difficile de retrouver sur un territoire un peu en difficulté comme Châteauroux un DGS qui est quand même capable de gérer une commune de 50 000 habitants. Donc ça, c'est pour les risques humains. Pour les risques opérationnels, tout dépend bien sûr des compétences de la collectivité. Dans le cas d'une commune, il y a une compétence de nature générale, donc c'est un peu général, bien sûr. Ce référentiel identifie donc les problématiques de défaillance, de perte, d'occupation illicite de l'espace public, ça peut arriver, notamment avec les heures du voyage, comme vous le savez. Des interruptions durables d'une mission de service public en matière d'assainissement, d'eau, d'action scolaire, d'ordre de ménagère. Lorsqu'il y a une grève d'un service d'ordre de ménagère, c'est vite une grosse difficulté. On voit que le référentiel identifie le risque de fraude et voire d'erreur ou de délai d'attribution d'une aide financière. Je prends l'exemple notamment de l'attribution de subventions. Vous savez que souvent, le processus d'attribution de subventions est défaillant pour différentes raisons. Et un des aspects de la défaillance peut aussi mettre en difficulté les associations attributaires de ces subventions, tout simplement parce qu'elles n'ont pas les fonds suffisamment tôt par rapport au programme d'activité. Elles sont obligées de faire appel à un établissement bancaire pour pouvoir avoir une avance de trésorerie. Et tout ça, ça engendre des coûts supplémentaires. Et donc, il y a des effets en cascade qui peuvent être analysés. Enfin, les risques exogènes, les risques naturels, la collectivité peuvent être directement concernés. Dans la petite commune où j'habite à Gergovie, il y a un pan de falaise qui est tombé sur des maisons, donc avec destruction de maisons, etc. Et pour pouvoir mettre en sécurité la falaise, ça a coûté pour un petit village 1,5 million, et vous voyez qu'il y a un risque financier particulièrement conséquent. C'est un risque avec une faible probabilité, mais avec un impact fort, comme on dit, puisque la probabilité que la falaise dégringole, ça arrive tous les 50 ans à peu près, mais avec un impact financier particulièrement conséquent. Vous voyez qu'une collectivité toute simple peut être confrontée à ce risque naturel, et alors qu'elle devait en même temps gérer le risque sanitaire de la pandémie. Et enfin, risque juridique et réglementaire sur lequel nous sommes le plus habitués. Voilà, donc ce n'est qu'un référentiel, un exemple de référentiel. Il existe d'autres exemples de référentiels, et je pense aussi que dans le document sur la Commune de Paris qui est mis en ligne sur Moodle, prend aussi, je dirais, aussi des référentiels qui sont appliqués. Donc c'est une méthode qui peut être utilisée. Est-ce que vous avez des questions sur ce référentiel ou sur de manière générale, l'application d'un référentiel pour essayer d'identifier les risques au sein d'une collectivité territoriale? Pas de questions? Donc, je propose de passer au deuxième point, deuxième outil. Alors, là, l'exemple, c'est l'application du référentiel qui vient de vous être exposé dans le cadre du cas de Montron-les-Bains, en utilisant un outil Excel développé par la formation interjuridiction sur l'expérimentation de la certification des comptes locaux. Donc, c'est un exemple pédagogique. Ce n'est pas l'outil qui a été utilisé par l'équipe en charge de l'expérimentation des comptes locaux, tout simplement parce qu'il est beaucoup plus complet et on ne peut pas l'utiliser dans le cadre d'une session de regroupement pédagogique. Donc, c'est simplement pour vous montrer comment cela fonctionne et comment on peut essayer de l'utiliser dans le cadre d'un contrôle concret comme celui de Montron-les-Bains, et comme vous pouvez l'appliquer concrètement dans le cadre de vos contrôles. Donc, l'idée par rapport à ça, c'est de reprendre les différents items du référentiel de risque, et donc de le mettre sur une feuille d'Excel, et ensuite, par rapport à ces différents items et au regard de la collectivité, d'apprécier, de faire une notation en quelque sorte, l'impact
et la probabilité d'occurrence du risque pour déterminer la criticité. Je reprends les concepts qui ont été développés dans le cadre de la formation, qui est en ligne sur Moodle, et donc pouvoir définir le risque inhérent. Donc le risque avant la mise en place de processus de maîtrise des risques. Et donc, ça rentre de la mécanique analytique d'appréciation du risque. Donc, le référentiel nous permet, parce qu'il n'y a pas d'objectif vraiment identifié de la collectivité, de brosser un petit peu quels sont les risques susceptibles de pouvoir être observés dans cette collectivité. Et donc, on lui donne une note par rapport à la possibilité d'occurrence. Donc, c'est une probabilité que le risque puisse émerger de la collectivité. Et aussi, si le risque se réalise, quel va être l'impact sur les finances, par exemple, de la collectivité, de manière globale. Donc, le premier cas, par exemple, on peut, sur l'échec, le surcoût lié à un projet d'aménagement, donc là, c'était le cas de Montron-les-Bains, l'aménagement du casino ou de la station thermale, ben, la probabilité que ce soit que le risque apparaisse lorsqu'on regarde des stations thermales d'une manière générale, ben, en France, souvent, le risque quand même a une probabilité assez importante. J'ai fait pas mal de contrôles de stations thermales et souvent les collectivités avaient été confrontées au problème. Donc, la probabilité d'impact, on peut l'estimer assez élevée, notamment dans une petite collectivité. La probabilité de survenance. Et pour l'impact aussi, d'autant plus que la collectivité est petite, l'impact d'une dérive dans le financement d'un satellite, si la collectivité n'a pas une assise financière très importante, si elle a des revenus fiscaux relativement limités, on voit bien que ça a un impact particulièrement important. Donc on peut estimer que la probabilité de survenance est importante, l'impact est important, donc le risque inhérent est particulièrement élevé. Alors, comme on est en session de regroupement pédagogique, je ne vais pas développer tous ces risques-là. Vous comprenez un peu la logique dans laquelle nous nous situons. Je vais simplement montrer la différence entre le risque inhérent et le risque après procédure de maîtrise des risques, et pour voir comment on peut utiliser les deux zones de cartographie. Donc, en reprenant notre premier risque, risque donc de retard, de surcoût de projet d'aménagement, et on a donc un risque inhérent de 9 qu'on a évalué tout à l'heure, et là, on va déterminer quelles sont les mesures mises en place par la collectivité pour réduire ce risque. Qu'est-ce que la collectivité concrètement a mis en place en termes de mesures de contrôle interne. Et là, lorsqu'on apprécie la collectivité de Montron-les-Bains, ben, on peut constater, au regard des rapports que la juridiction a établis, ben, qu'il n'y avait aucune mesure de réduction de risque. Et dans ce cas-là, paf, ben, le risque net demeure égal au risque inhérent. Donc, ça montre très clairement, d'une part, le risque n'a pas été identifié par la collectivité, mais a pu être identifié par la juridiction financière, mais qu'ensuite, lorsqu'on fait l'analyse des pratiques de la collectivité, ben, la collectivité n'a pas mis en place de mesures pour réduire le risque, et elle aurait pu, par exemple, s'assurer. Je vais reprendre l'exemple du satellite pour montrer que dans certains cas, on peut réduire le risque. Reprenons l'exemple du satellite. Nous avons donc un risque de probabilité de défaillance d'un satellite qui est relativement faible dans le secteur public local, mais qui est impactant dans une collectivité si le risque se révèle. Donc, on a un risque
peut peut-être, s'agissant d'une collectivité de petite taille comme Morand-les-Bains, l'évaluer l'impact est très important. Donc, on voit qu'on a un risque inhérent qu'on peut évaluer à 3. Donc, on retrouve ce risque inhérent évalué à 3 en termes de risque net. Si la collectivité n'a pas mis en place de dispositif de maîtrise des risques, on a toujours le risque net équivalent au risque inhérent. Par contre, la collectivité peut très bien prendre une mesure d'assurance. Et je prends l'exemple d'une autre station thermale que j'ai fait un contrôle, c'est à Néry-les-Bains, où le contrat de délégation de service public prévoyait très clairement que la SEM délégataire du service public de la station thermale devait s'assurer pour le risque d'exploitation. Et dès lors qu'il y avait une assurance du risque d'exploitation, on pouvait considérer que le risque des mesures de prévention avaient été mises en place. Et par exemple, ils n'étaient pas assurés à 100% pour avoir 100% du risque d'exploitation, mais la police d'assurance prévoyait une indemnisation à 80%. Donc, on peut considérer que la réduction du risque peut être évaluée à 2, et donc, on a une réduction du risque net. Ma cellule ne fonctionne pas. Ça doit être fonctionné à l'envers, moins 2, excusez-moi. C'est moi qui l'ai mal renseigné, moins 2. Et donc, on a un risque net réduit. Vous voyez que le simple fait de prendre une police d'assurance, une mesure de gestion du risque pour réduire le risque, permet de limiter ce risque et donc d'avoir un risque net pour la collectivité qui est inférieur au risque inhérent qui a été identifié au départ. Et donc là, on a ensuite la cartographie qui permet de dessiner la matrice des risques inhérents et de dessiner également la matrice des risques nets. Et éventuellement, ça peut venir illustrer un rapport de la juridiction si vous souhaitez. Personnellement, je n'ai pas été jusque-là dans mes rapports, mais les rapports établis par la FIGE, certification des comptes locaux, dans les travaux intermédiaires en 2017, 2018, 2019, présenté aux collectivités territoriales qui faisaient participer à l'expérimentation de la certification des comptes, des tableaux où on présentait très clairement dans le rapport les risques inhérents et les risques nets selon ces outils-là. Voilà. Tout simplement pour vous indiquer que dans le cas concret de Morand-les-Bains, il est possible éventuellement, si la collectivité n'a pas elle-même établi une carte des risques, d'utiliser des référentiels et ensuite de pouvoir en donner une représentation graphique, ce qui devrait permettre, si bien sûr le délibéré vous suit dans vos propositions, d'indiquer dans l'Europe, je dirais, voilà où on apprécie vos risques, voilà quelles sont les mesures de prévention que vous avez prises et quel est le chemin que vous devez encore accomplir pour mieux maîtriser encore les risques de votre collectivité. Et lorsqu'on a une représentation graphique, il y a de la communication, certes, mais ça donne comme la possibilité à la collectivité de mieux prendre conscience du chemin qu'elle a à accomplir et de se mettre dans une logique d'amélioration continue de la maîtrise des risques auxquels elle peut être confrontée. Voilà. Il y a une personne qui souhaiterait, Madame Dorn, qui voudrait parler. Je vous en prie. J'aurais deux questions, s'il vous plaît, sur la carte des risques, sur celle des risques inhérents au niveau du degré de probabilité, pour la fixation de la probabilité. Vous avez évoqué tout à l'heure en fait un comparatif en disant que pour les stations thermales, bien souvent, il y avait des surcoûts, etc. Donc, en fait, c'est plutôt on fixe le degré de probabilité par rapport à un comparatif sur le domaine. J'aurais voulu savoir en fait, parce que par rapport à l'impact qui me paraît beaucoup plus facile et vraiment lié à la structure, j'ai l'impression que la probabilité est plus difficile à évaluer au final. Tout à fait. C'est-à-dire que la probabilité n'est pas
établi sur la base d'un échantillonnage statistique, etc. On pourrait le faire éventuellement, mais les juridictions financières ne sont pas rentrées dans ce degré de finesse dans l'analyse. Donc, c'est tout simplement à dire d'expert. Et l'expert, c'est vous. Donc, éventuellement, on peut s'entourer d'autres experts dans des cas plus compliqués, etc. Mais il faut apprécier par rapport au contrôle que vous avez déjà fait, aux jurisprudences, entre guillemets, des juridictions financières, lorsque les juridictions financières sont confrontées à telles difficultés, notamment défaillance de satellite, on est quand même assez souvent confronté à ces problématiques-là, de voir à peu près, à dire d'experts, quelle est la probabilité, sachant qu'on ne va pas définir des choses de manière très très forte, hein. C'est une notation 1, 2 ou 3, donc il y a une marge d'appréciation relativement importante et d'incertitude. L'outil n'est pas parfait, loin s'en faut, hein. Je dis simplement qu'actuellement, au niveau de l'expérimentation de la certification des comptes, c'est l'outil qui est utilisé par les juridictions financières. Il est perfectible, il est tout à fait perfectible. Pardon, peut-être pour compléter aussi, je pense que c'est presque un outil de dialogue avec l'ordonnateur aussi. Oui, oui. Et pour avoir travaillé dans le secteur privé, notamment dans le domaine industriel, lorsqu'on faisait des cotations de qualité, et c'est un peu transposable, on travaillait un peu comme ça. Alors, pour la qualité, dans certains cas, on faisait des études statistiques, hein, on faisait des échantillonnages statistiques des pièces défectueuses par rapport aux les pièces livrées aux clients, mais lorsqu'on appréciait des processus, on se donnait aussi une cotation entre 1 et 5 niveaux ou 1 et 3 niveaux. Et puis, à dire d'experts, on disait, ben voilà, la probabilité d'avoir des pièces défectueuses est 1 ou de l'ordre de 1 ou de 3 au maximum. Donc, même dans le secteur industriel, lorsqu'on aborde des questions de qualité, on utilise aussi ce type de méthode. Même si je reconnais que d'un point de vue scientifique, il serait préférable d'avoir des échantillonnages statistiques pour être plus rigoureux, plus précis. Merci. J'avais une deuxième question, s'il vous plaît, sur le tableau des risques nets. Par rapport aux mesures comment dire, mises en œuvre pour contrôler le risque. Là aussi, par rapport au scoring, quand admettons, il y a 2 mesures fortes de contrôle du risque, vous scorez à 2 la réduction du risque, c'est -2, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que tout dépend, il faut avoir une appréciation des mesures de maîtrise des risques mises en œuvre par la collectivité. Si vous dites qu'il y en a eu 2, par exemple, la collectivité, d'une part, c'est assuré, hein, par rapport au risque de défaillance du satellite, mais la collectivité, c'est aussi à diligenter un audit de son satellite pour voir si effectivement le satellite avait été confronté à des risques financiers, etc. Donc, 2 mesures de maîtrise du risque complémentaires, et donc ça permet de montrer quand même qu'elle maîtrise bien le risque, et donc ça permet de coter la réduction du risque à son maximum, par exemple. D'accord. D'accord. Je vous remercie pour vos réponses. Merci. Là aussi, je dirais, c'est une appréciation. Il ne faut pas le voir de façon quantitative, hein. Voilà. Alors, sur la méthode, dans l'expérimentation de la certification des comptes locaux, cet aspect de la méthode n'a pas été contesté par les collectivités du panel. Donc, il y avait 25 collectivités quand même. Il y avait la ville de Paris, il y avait des petites collectivités. Aucune des collectivités n'a contesté cette appréciation des risques inhérents et des risques résiduels, même si l'outil est plus fin. Là, vous voyez en bas, il y a 6 onglets, hein, voilà. Donc, c'est l'exemple pédagogique. L'outil mis en œuvre par la FIGE est beaucoup plus fin en termes d'analyse financière. Est-ce que vous avez d'autres questions à nous formuler, à Marie-Odile et à moi?
je vois qu'il y a une question. Non, c'est quelqu'un qui... C'est Anne-Claire qui nous dit qu'elle va nous quitter à 12h10, mais on aura peut-être terminé. Nous en arrivons un peu au terme. S'il n'y a pas d'autres questions, vu que Anne a aussi des engagements, je vous remercie toutes et tous de votre participation active à cette session de regroupement pédagogique. J'espère qu'elle a répondu à vos attentes en étant suffisamment concrète et aussi en lien avec les travaux de la fiche d'expérimentation de l'association des Courtecourt. Je pense que c'est important. C'est à la fois un élément de crédibilité de la session de regroupement pédagogique, mais aussi ça vous permet de vous situer par rapport à l'état de l'art, des réflexions, des juridictions financières dans ce domaine-là. Je pense que c'est important. Je vous indique que la dernière session de regroupement pédagogique aura lieu la semaine prochaine. Outre Marie-Odile et moi, elle sera animée par Valentin et Margot Danielou, Valentin Montagnier, qui interviendront plus spécifiquement sur le système d'information des collectivités territoriales. Ils présenteront aussi un quiz pour amener à la réflexion et présenteront notamment le guide qu'ils ont contribué à construire sur l'audit des systèmes d'information. Et donc, ça viendra bien compléter, je dirais, les différents rapports qui sont déjà contenus dans le support de formation qui est présenté sur Moodle. N'oubliez pas aussi de réfléchir aux questions que la lecture du support de formation peut susciter en vous. Vous pouvez nous poser des questions soit par mail, soit lors de la prochaine session de regroupement pédagogique. C'est vraiment important que nous puissions avoir, Marie-Odile et moi, la possibilité de répondre à vos différentes attentes et notamment aux questions que vous pouvez nous formuler. Nous vous remercions de cette participation active et puis nous vous souhaitons une très bonne semaine. Très bien. Merci à tout le monde. Merci à tous de votre présence et à très bientôt. Bon week-end. Merci, au revoir. Au revoir. Je suspends l'enregistrement.